dans l'espace commun. Dès qu'ils voyaient un noir, étant donné que ça pouvait être un marron ou quoi que ce soit, ben ils le contrôlaient pour savoir s'ils devaient le pendre ou si jamais il était juste en train de faire une course pour 1 mètre, etc. Donc il y avait déjà cette logique de contrôle au faciès. Après, ça s'est poursuivi avec la colonisation, où pendant la colonisation, il y avait une volonté de mettre un marqueur pour différencier ceux qui étaient de race, entre guillemets, inférieure et de race supérieure. Donc plutôt les blancs. Et donc c'est là où le contrôle au faciès avait aussi une spécificité qui visait à marquer les populations et à prolonger la logique de hiérarchie des races. Et aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est terminé. Lorsque on contrôle de manière aléatoire des populations parce qu'elles ont une couleur différente de la blanche, c'est bien pour graver dans le marbre l'idée de l'infériorité de certaines populations et la supériorité des autres qui échappe presque systématiquement au contrôle au faciès. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc nous, c'est contre cette logique raciste parce que les contrôles au faciès véhiculent, poursuivent l'idée de la logique coloniale française et justifient un racisme institutionnel, structurel et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut comprendre que c'est par rapport à ce point de départ-là que les policiers peuvent après nous violenter et ensuite nous tuer. Donc voilà à peu près pour comment on articule le combat. Ou procéder à des arrestations qui mèneront à des incarcérations et d'où la typologie de population incarcérée en France actuellement. On va maintenant donner la parole à Amadou Ka du collectif Les Indivisibles qui va nous expliquer aussi son action. Alors en fait, Les Indivisibles, pour partir du point de départ d'abord, alors Franco qui représente la brigade anti-négrophobie, donc moi je représente Les Indivisibles et on est dans le même collectif. Il faut comprendre que les violences policières, c'est un sujet, on parle là d'un sujet d'une composante du racisme d'État pour le combat exactement, et qu'au niveau des Indivisibles, on était plus sur le discours raciste dans les médias, à savoir les politiques, les personnalités médiatiques, les artistes. Donc on a organisé, nous, chaque année, notre événement qui s'appelle les Yabon Awards. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on combat en fait via l'humour, justement, ce racisme d'État. Alors quand on dit ça, on a l'impression d'être gentillet, bisounours, etc. Mais en réalité, dans le fond, il y a vraiment le fond et le discours, justement, qui a très bien été expliqué ici par Franco, mais en d'autres termes, par moment, qui est de dire que le racisme n'est pas quelque chose en soi qui est tombé du ciel et qui est inhérent aux personnes de manière individuelle, mais bien un système, parce que ce système-là se représente dans les discours des personnalités politiques, comme on le voit à la télé. Donc quand vous avez une Nadine Morano ou même Laurence Rossignol, vous voyez que finalement tout cela est assez cohérent dans un certain système qui vise justement à hiérarchiser effectivement les populations entre elles et qui vise à dire aux gens de manière globale où peut être leur problème, à savoir que le problème c'est peut-être pas forcément le chômage, que c'est pas forcément l'économie, c'est pas forcément le système économique dans lequel on vit, mais bien les populations des quartiers populaires, essentiellement les Noirs et les Arabes. Alors nous déconstruisons justement les préjugés, des préjugés qui visent essentiellement justement les minorités raciales entre guillemets de la France, à savoir les Noirs, les Arabes, les Roms, etc. Alors pour en revenir aux violences policières, du coup, effectivement, les Indivisibles font partie du collectif Stop le contrôle au faciès. Et pourquoi nous avons décidé de participer, de grandir les rangs de ce collectif? C'est parce que c'est une méthode qui nous convenait, à savoir que sur un point précis, les violences policières, il y avait une revendication, il y avait un objectif qui était celui d'imposer le récépissé, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les contrôles d'identité, aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que les contrôles d'identité sont abusifs généralement parce que au faciès. Si aujourd'hui on est tous d'accord pour le dire, il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, quand on a démarré, c'était nié par la plus grande majorité des gens. C'était quelque chose de nié, ça n'existait pas. Quand vous allez parler, quand vous en discutez, soit avec des députés, soit avec même le maire de votre ville, il va vous dire mais non, la police fait son travail. Or, on se rencontre et on s'aperçoit que la loi est assez floue là-dessus et que justement, il y avait ce vide, il y avait cet angle mort qui permettait aux policiers de contrôler qui ils voulaient.
et qu'il n'y avait aucune justification. Et qu'en plus d'être contrôlé, le citoyen qui est contrôlé n'avait aucune preuve qu'il a subi un contrôle. Il n'y avait aucune preuve administrative qui pouvait aujourd'hui le soutenir dans ses déclarations s'il se sentait avoir contrôlé de manière abusive. Et donc nous, ce qu'on défend, c'est quelque chose d'assez simple, c'est qu'il y ait un récépissé. Donc c'est pas le but. Le but n'est pas de donner un récépissé qui permette aux gens de dire c'est bon, j'ai été contrôlé, merci monsieur la police, mais c'est bon, j'ai déjà été contrôlé, je peux circuler librement. Non, le but c'est quand même d'avoir une preuve qu'on a subi un contrôle et que si jamais, dans les cas extrêmes où on voit des personnes qui sont contrôlées 10 à 15 fois dans la journée, puissent dire j'ai été contrôlé 15 fois de manière abusive, voilà, je peux porter plainte. Donc quelque part, ça rationalise un peu la relation entre les polices et les citoyens. C'est un peu le premier but qu'on a recherché. Donc pourquoi ? Donc voilà le but un peu du collectif Simple Contrôle à Faciès, qui regroupe du coup plusieurs associations qui ont juste cet objectif-là au commun. On met de côté nos divergences, où il peut y en avoir, il peut y avoir des divergences, ça a toujours été, ce qui est logique, c'est normal, ça fait partie du débat démocratique entre guillemets, mais sur cette question-là, nous sommes tous d'accord pour dire que la violence policière, les contrôles d'identité abusifs, etc. doivent être combattus, et s'il est combattu, on doit le faire ensemble. Et donc nous avançons ensemble. Et alors, Amadou, actuellement, le contrôle aux faciès est en train de nouveau d'être légitimé par certains hommes politiques du fait du contexte actuel. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Alors, avec des arguments comme c'est normal qu'on contrôle les Maghrébins parce que c'est eux qui sont musulmans et c'est eux qui peuvent poser des bombes ou se faire sauter. Je pense que en fait, qu'un député puisse affirmer ça aujourd'hui, en réalité, c'est juste la symptomatique et la preuve de ce que nous avançons depuis des années déjà. Ça fait des années que nous disons aujourd'hui le débat est en train de virer clairement à droite vers l'extrême droite, que le débat est complètement biaisé et se racialise de manière inquiétante. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut répondre à un député qui énonce comme ça de fait que c'est normal de contrôler les musulmans. Et je trouve qu'aujourd'hui, avant, il n'avait même pas besoin de le dire. Parce que comme les contrôles n'existaient pas, les contrôles aux faciès n'existaient pas, aujourd'hui, notre mouvement a fait, le combat, la lutte a été tel depuis quelques années aujourd'hui, qu'aujourd'hui, les députés, quelque part, sont obligés de se justifier. Et quand on voit... Du coup, quand on leur demande de se justifier, ça donne des scènes cocasses, comme ça, où vous avez un député qui, froidement, le plus normalement du monde, vous explique que c'est normal de contrôler les Noirs et les Arabes, parce que c'est eux le problème. Donc ça revient justement, effectivement, à nous crédibiliser et à rendre crédible notre discours depuis le début, qui est de dire qu'aujourd'hui, on stigmatise des populations, on les met à l'index, on les pointe du doigt, et aujourd'hui, avant, c'était nié. Beaucoup de monde disait mais non, vous faites des films, vous vous victimisez, etc. Ben non, vous voyez la preuve aujourd'hui, parce que notre action est crédible, parce que notre action avance, vous avez aujourd'hui des députés qui sortent du bois et qui montrent clairement qu'ils ont des positions racistes. Donc moi je pense que simplement qu'il faut laisser courir, que ça montre simplement qu'on est au bout d'un système, et un système qui est à bout de souffle et qui aujourd'hui, parce que cette majorité-là commence à s'inquiéter que les combats que nous menons commencent à porter leurs fruits, commencent à radicaliser leur discours. Ok, merci Amadou. Franco, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire pour les hommes, femmes politiques qui prétendent que c'est normal de contrôler une certaine catégorie de la population en justifiant que l'actualité le justifie justement. Il faut savoir que l'arnaque des politiques en général, c'est qu'ils aiment volontairement confondre les causes et les conséquences. Il ne faut jamais confondre les causes et les conséquences. C'est-à-dire que si on analyse de manière sociologique, historique et tout ce qui s'ensuit les phénomènes de délinquance, on verra que c'est l'injustice sociale et raciale qui conduit à certaines ghettoisations de population, qui les emmène à alimenter des systèmes de débrouille, qui les amène à être en marge de la société. En d'autres termes, c'est l'injustice sociale et raciale qui conduit des gens à la marge de la société. Or, les politiques, tellement ce sont des arnaqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se saisissent des conséquences pour faire croire que c'est l'origine du problème, et à partir de cette origine du problème fausse,
ils en viennent à justifier l'injustifiable. Je peux vous dire que ça s'est déjà vu au temps de l'esclavage, c'est-à-dire il a fallu inventer des préceptes pour justifier l'esclavage des Noirs, et il a fallu dire que les Noirs n'avaient pas d'âme. De là, on a pu justifier leur mise en esclavage. Et la France a pu se faire passer pour un pays civilisateur. À la colonisation, il a fallu dire que ces gens étaient des sauvages. Et donc il fallait les civiliser, et Jules Ferry, les pères de l'école gratuite obligatoire, ce gros raciste, je dirais même ce chien que l'État français m'attaque, eh ben qu'est-ce qu'il disait? Que les peuples supérieurs ont comme devoir d'éduquer les peuples inférieurs. Et comme ça, la France justifiait ses guerres coloniales. Donc voilà, je veux dire que en utilisant les conséquences et en le faisant passer pour des causes, on a toujours la possibilité de justifier l'injustifiable. Ne vous méprenez pas, les contrôles aux faciès, les violences policières et les crimes policiers sont forcément racistes. Je veux le dire que si on regarde la vérité en face, et ce n'est pas du racisme que de le dire, l'Europe est quand même la fédération qui a commis le plus de crimes contre l'humanité. Donc il ne faudrait pas inverser les problèmes et faire de ceux qui ont commis le plus de crimes les gendarmes du monde. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces gens-là. Et nous les combattrons jusqu'au bout parce que nous sommes véritablement du côté de la justice. Merci, voilà. Franco. Et je tiens à dire de manière pratique à chaque personne qui n'a pas le courage d'aller dans la rue pour aller se battre contre ces injustices et s'affronter contre les forces de l'ordre qui prétendent avoir la force légitime, alors qu'en fait la force légitime n'est qu'une violence coloniale ou néocoloniale, eh bien qu'ils peuvent toujours filmer la police lorsqu'elle est en train de commettre des exactions, et surtout ne vous laissez pas avoir. Quand vous voyez des Noirs ou des Arabes contre les murs en train d'être palpés, ne vous dites pas forcément que si on est en train de les palper, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Filmez d'abord et on verra après. Parce que c'est ça qui nous a, à chaque fois, on se fie aux apparences, et c'est comme ça que certains portent la présomption de culpabilité pendant que d'autres portent la présomption d'innocence. Voilà. Donc Merci, Franco. on est véritablement du côté de la justice. Ouais. Merci Franco. Donc effectivement, là on parle de justice, donc des actions en justice, Stop au contrôle aux faciès en mène régulièrement. L'année dernière, en juin 2015, il y a eu 13 procès pour des contrôles aux faciès, puisque le contrôle aux faciès, on le répète, c'est illégal. Là on va accueillir Bokar et Siam Asbag qui vont vous parler comment un procès a été gagné. Donc Bokar et Siam Asbag. Bokar qui était plaignant dans une des affaires puisque contrôlé aux faciès. Pardon. Comment? Non, il n'y a pas de souci. Je t'aurais dit. Bonjour, je m'appelle Bokar, je suis effectivement l'un des plaignants contre l'État pour contrôle aux faciès. On était 12, alors je vais revenir un petit peu sur cette histoire, ce qui s'était passé au cours du procès. Je ne sais pas si vous savez tous, mais en ce moment on est au pourvoi en cassation. Ça veut dire qu'on a fait la première instance, qu'on a été débouté, je vais vous dire pourquoi. On est allé en seconde instance sur certains dossiers, on a eu gain de cause sur d'autres non, et c'est pour ça que nous nous pourvoyons aujourd'hui en cassation, et que l'État aussi, via le Premier ministre, se pourvoit aussi en cassation. Je vais revenir là-dessus. Mais avant tout, je voudrais parler un petit peu de pourquoi porter plainte. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que on est tous un peu coutumiers au contrôle d'identité. Un de plus, un de moins, c'est pas grave, vous laissez passer. Et puis de toute façon, on n'est pas des victimes. Être victime, c'est laisser passer justement. C'est le fait de ne pas aller porter plainte. C'est là que vous êtes victime. Mais dire, ouais, moi je suis un gars de quartier, je ne porte pas de plainte, ça se fait pas, et puis tant pis. Ou alors, faites mieux, vous vous défendez, on vous colle un outrage et rébellion, vous finissez en procès, voire condamné. Ça ne sert pas. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux porter plainte dans un état de droit. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire nous. Donc, sur la première instance, voici ce qui s'est passé. On a déposé cette plainte, nous avons tous été déboutés, l'ensemble des 12 dossiers. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en justice, en France, lorsque vous êtes face à un fonctionnaire d'État qui est assermenté et pas vous, c'est sa parole contre la vôtre. D'accord? Et de fait, ce qu'on vous demande, c'est de prouver, d'apporter la preuve que vous avez été victime d'un contrôle aux faciès.
Je vous mets au défi de prouver que vous avez déjà, qu'on vous a soumis à un contrôle. Vous n'avez rien pour prouver qu'on vous a contrôlé. À forte raison, prouvez que vous avez été victime d'un contrôle au faciès. Donc il y a un problème de charge de la preuve. Là, ce qu'on demande, nous, ce que nos avocats ont demandé, c'est que la police, que l'État prouve, apporte la preuve qu'ils n'ont pas contrôlé au faciès. Donc c'est ce qu'on appelle en droit l'inversion de la charge de la preuve. Donc c'est pour ça qu'en première instance, on a tous été déboutés. Sur le deuxième dossier, sur le deuxième procès en appel, effectivement, on a demandé cette inversion de la charge de la preuve et l'État n'était pas en mesure de prouver qu'il n'avait pas contrôlé au faciès, que les policiers n'avaient pas contrôlé au faciès. Oui, il est important de dire que la plainte n'a pas été déposée contre les fonctionnaires directement, mais contre leur ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur. Et ça change tout. Et le fait d'avoir déposé cette plainte en class action, c'est-à-dire en groupe, ça change aussi les choses. De fait qu'en France, maintenant, on va pouvoir aussi déposer des plaintes en groupe, ce qui n'est pas négligeable. Donc si vous avez été victime de contrôle au faciès, faites-le savoir. Rapprochez-vous du collectif Stop le contrôle au faciès parce qu'on peut porter plainte en groupe maintenant. Et c'est extrêmement important qu'on soit nombreux à le faire. Bien. Ensuite, sur cette plainte-là, donc moi, je suis ici dans un territoire, d'un quartier qu'on dit sensible. Parce qu'il y a du trafic de stupes. Bien. Donc on m'a dit, monsieur, vous avez une capuche sur la tête, vous avez un survêtement, vous marchez vite et vous sortez d'un quartier sensible. De fait, vous êtes victime de quelque chose, vous êtes forcément coupable. D'accord. Donc ça veut dire que l'ensemble des gens qui habitent dans ce quartier sont de potentiels criminels. Vous voyez bien, ça fait sourire beaucoup de monde, c'est pas acceptable dans un état de droit. Et c'est ce qu'ont dit nos avocats. Ils disent, mais attendez, ils sortent d'un quartier sensible, ça veut dire que si jamais ils sortaient de Paname avec une capuche du 16e arrondissement, il n'y avait pas de problème. C'est pas possible. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire on peut être issu d'un quartier populaire, d'un quartier sensible, et ne rien avoir à se reprocher. Ce qui était mon cas, en l'occurrence. Donc on se pourvoit en cassation aujourd'hui sur cette affaire-là, d'accord, et on est prêt à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce que je trouverais, moi, pour ma part, malheureux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qu'on a demandé, la mise en place du reçu du contrôle de l'identité, dont tout le monde en France a entendu parler aujourd'hui. Et tout le monde est en train de s'en saisir. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, en termes de contrôle d'identité, il y avait qu'un certain point de la population française, hein, des gens qui étaient issus des quartiers populaires qui étaient concernés. Aujourd'hui, avec toutes les manifestations qu'il y a, on se rend compte que c'est un problème beaucoup plus global. Ce qu'on crie, nous, depuis des années. Bien. Maintenant, ce qu'on veut faire valoir, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que la mise en place du reçu du contrôle d'identité, c'est favorable pour le citoyen et c'est favorable aujourd'hui pour la police aussi. Puisque, qui peut dire combien de contrôles il y a en une journée? Personne. Y compris le ministère de l'Intérieur. Il n'est pas en mesure de dire combien de personnes ont été contrôlées, combien de personnes ont été arrêtées, combien de personnes ont été jugées, on sait, combien de personnes ont été condamnées. Mais peut-être suite à un contrôle au faciès, ce qui n'est pas acceptable. Donc si on vous remet un reçu en disant c'était sur tel territoire, c'était sur tel endroit et pour tel motif, parce qu'on ne vous dit pas le motif, on vous dit contrôle de routine, ce qui en soi juridiquement ne veut absolument rien dire. Ça n'existe pas le contrôle de routine. D'accord? Il peut y avoir une exaction qui a été commise. Vous pouvez correspondre à un signalement, mais dans ce cas-là, qu'on vous dise. Et il peut y avoir une confrontation, ça c'est acceptable. Mais vous marchez dans la rue, qu'on vous arrête et qu'on vous dise c'est un contrôle de routine, ça ne fonctionne pas. D'accord? Et ça, faut le faire, ça faut le dire, faut le faire. On ne peut pas vous palper non plus, sauf un OPJ. Officier de police judiciaire vous palpe. Les autres, non. Ils n'ont pas à vous toucher. Il faut le savoir. Donc nous, ce qu'on demande, c'est la mise en place du reçu du contrôle d'identité. Le candidat Hollande a dit, dans ses engagements, 30e engagement, c'est bien ça? 30e. Je vais mettre en place le reçu du contrôle d'identité. Ça ne s'est pas fait. Et on attend toujours. Bien. Nous, on ne lâchera pas jusqu'au bout parce que c'est une question de justice sociale. Pourquoi je vous disais, pourquoi je trouverais ça triste qu'on aille jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme? Parce que si on va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et vous pouvez en être sûr, nous aurons gain de cause, nous gagnerons. D'accord? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça veut dire qu'en France, les parlementaires, c'est-à-dire le politique, n'aura pas saisi l'ampleur de la question. Ça veut dire que la justice française, au plus haut sommet, c'est-à-dire la Cour de cassation, n'aura pas saisi l'ampleur de la question. Et c'est pas acceptable. Ça veut dire qu'il faudra une juridiction supranationale pour condamner la France, pour que la France comprenne enfin que dans ce pays, il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Et c'est pour ça que je trouve ça triste que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France. Donc j'espère bien
Il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Bocard, on va être obligé de clôturer ton intervention et passer à Siam Asbag. D'accord. Donc juste pour finir rapidement, juste dire que on va aller jusqu'au bout de cette démarche-là, qu'on a besoin de vos soutiens, qu'il ne faut plus avoir peur, puisqu'il y a une condamnation d'État. Ce qu'on nous a dit, nous, au départ, c'est vous perdrez, ça sert à rien de porter plainte, vous l'avez tous déjà entendu ça. Et bien vous savez qu'aujourd'hui des condamnations sont possibles. Donc une fois que vous vous estimez victime d'un contrôle au faciès, prenez la tâche du collectif Stop le contrôle au faciès, qu'on puisse faire tout ça comme un seul homme. Merci à vous. Merci Bocard. Siam, je ne te présente plus. Bonsoir tout le monde. Alors beaucoup de choses ont été dites. Du coup je vais pas redire en fait, je vais juste rappeler, il y a pas la peine de refaire tous les constats et puis surtout il y a Omar Slaouti qui arrive et c'est du top niveau donc il n'y a pas besoin de dire ce qu'il va dire très bien avant moi. Juste vous rappeler une date importante, le 18 mai, il y a les policiers qui organisent une manifestation place de la République à midi. Il y a Urgence Notre Police Assassine qui a appelé un rassemblement avant pour dire stop à l'impunité policière. C'est important d'y être, c'est important de relayer, parce que si aujourd'hui il y a une partie de la France qui découvre la question des violences policières, il ne faut pas oublier qu'elle ponctue la vie des quartiers populaires et des Arabes et des Noirs et des musulmans depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 30 ans. Et ça c'est une réalité qui existe, c'est une réalité brutale qu'il convient de rappeler. Amal Bentounsi, les familles de victimes de crimes policiers et de violences policières le feront très bien. C'est important d'être là, donc mercredi matin et de relayer l'information. Et au-delà de ça, c'est important de se saisir de la question des violences policières sur tous les plans, que ce soit le plan politique, que ce soit le plan judiciaire, Bocard vient de le rappeler, que ce soit le plan médiatique, ou que ce soit sur le terrain aussi, en sensibilisant aux droits et à ces réalités-là. Merci beaucoup. Merci Siam. Donc effectivement, les Maghrébins, les Noirs, les musulmans et depuis peu les étudiants blancs, noirs, arabes. Donc les étudiants en général, on a le collectif Interfac, et le collectif Medic Street qui va maintenant intervenir. Même un peu plus vite, ça serait bien. Ah oui. Tu peux commencer, madame. Bonsoir. Donc, nous, juste pour la petite présentation pour notre collectif, il se trouve moi je fais partie d'un collectif qui travaille sur les violences d'État, qui s'est constitué l'année dernière suite à la mobilisation après l'assassinat de Rémi Fraisse dans la ZAD du Testé le 25 octobre 2015 par un gendarme. Donc dans notre collectif, alors il y a des fois confusion, on s'appelle Interfac, mais on n'est pas tous étudiants. Par contre, on se sent tous concernés. Donc en fait, nous, on part de plusieurs constats. Déjà, on part du constat du fait que ce qu'on appelle les violences policières, les bavures en réalité n'ont rien d'exceptionnel, qu'elles ont plus à voir avec une pratique qui est intégrée à l'ensemble des pratiques policières. On a aussi envie de dire beaucoup que le second constat, c'est qu'elles n'interviennent jamais seules, qu'elles sont toujours suivies d'autres types de violences institutionnelles, notamment les violences judiciaires au sens où elles sont systématiquement suivies de non-lieu, mais aussi au sens où il nous semble que les violences policières et les personnes qui les subissent sont toujours accompagnées de violences dans tout un tas d'autres secteurs de la vie et du quotidien, notamment à l'école, notamment au travail, notamment à la CAF ou à la préfecture, et que en réalité, pour ça, nous, notre collectif, on essaye de mettre la question des violences policières et de traiter la question des violences policières comme une question de violence d'État, et qui en fait illustre véritablement un projet de société et qui atteste du véritable rôle de la police, qui n'est jamais rien d'autre que de maintenir un ordre social construit sur des rapports de domination entre des catégories fantasmées, et voilà. Donc en ce qui nous concerne, par rapport au quotidien, on a l'impression donc qu'il y a des violences qui sont
géographiquement situés et qui voilà, sont être un peu des espaces utilisés comme des laboratoires, et que pour ce qui est articulé avec les mobilisations, ce sera celle de maintenir toute volonté de remettre en cause cet ordre qu'on va considérer qu'il faut nous critiquer radicalement. Dans ce sens-là, il nous semble que la question des violences policières, elle concerne tout le monde, parce que justement, nous, on n'a plus trop envie de vivre dans un monde qui est divisé dans ces catégories sociales-là, qui sont des catégories racistes, sexistes, dans lesquelles on n'a pas envie de vivre plus longtemps et dans lesquelles on ne se reconnaît pas et qu'on n'utilisera pas par ailleurs. Donc pour nous, les violences dans les quartiers populaires et les violences en manifestation, c'est pas les mêmes. Par contre, elles sont toutes les deux institutionnelles et elles s'articulent en même temps. Et d'ailleurs, en réalité, elles ont toujours existé en mobilisation aussi. Juste, c'était pas les mêmes gens qui étaient dans la rue, peut-être. Et donc, la question qui se tiendrait de se poser, c'est peut-être qui est-ce qui participe aux luttes sociales et dans quelle mesure les luttes sociales, elles sont menées par les gens qui ont tout un tas de choses à dire. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que là, fatalement, sur la question de prendre la parole, on avait envie de partager ce temps de parole avec la street medic, parce que si on observe que les violences policières et le niveau de répression en général, il augmente dans les quartiers populaires, de manière évidemment parallèle, il augmente aussi en manifestation et en mobilisation. Et par rapport à ça, il y a des initiatives qui sont intéressantes, qui existent. Et notamment, donc, c'est la street medic à qui on passe la parole. Marche bien. Ouais, alors nous, on s'est constitué il y a environ 1 mois et demi. En gros, c'est la street medic, c'est des personnes qui venaient en manifestation, donc pas que des étudiants, des travailleurs, des chômeurs, des lycéens. Voilà, il y a des personnes qui militent depuis longtemps, il y en a d'autres, c'était leur première manif, et le constat était un peu le même, que les manifestations, elles sont touchées par la répression, que c'est violent, et que voilà, le but de cette répression, qu'elle soit en manif physique ou que sur le lieu de travail, quand on essaye de faire grève ou quand on n'a pas possibilité de la faire, c'est pour nous dissuader de lutter, c'est pour nous faire peur. Du coup, nous, c'est pour ça qu'on a décidé de venir en manifestation avec du matériel de premiers soins et d'essayer de faire attention les uns aux autres et de créer un peu une cohésion dans la manifestation. Voilà, pour créer de la solidarité, faire passer un message aussi aux gens qui viennent manifester, de dire que la répression, elle est là justement pour nous terroriser, qu'on arrête de venir, et que si on s'y met tous ensemble, voilà, pour plus avoir peur, c'est mieux. En fait, on s'est fait connaître surtout parce que après chaque manif, on essaye d'écrire des communiqués avec le bilan des blessés. Et dans nos communiqués, nous, ce qu'on essaye de faire ressortir, c'est on dénonce les violences policières, physiques en manifestation, mais on n'a pas envie de revendiquer un bon maintien de l'ordre. Un maintien de l'ordre qui serait doux, qui ferait pas mal, parce qu'en fait, le but, il est le même. Que le jour où ils décident d'arrêter d'être violents dans leur maintien de l'ordre, c'est le jour où ils ont gagné, le jour où ils n'ont plus besoin de nous taper dessus. Donc en vrai, nous, on a envie de dénoncer l'usage qu'ils font de leurs armes et de parler de la manière dont ils les utilisent, mais on n'a pas envie de leur dire comment bien les utiliser en vrai. Voilà, donc on essaye de faire attention à ça. Et je passe la parole à mes petits camarades. Du coup, si on devait vous faire un petit peu un bilan de nous, la façon dont on voit les choses, dont on voit une manifestation aujourd'hui, si on devait vous faire un petit peu un bilan du type de blessés, de blessures qu'on voit, en fait, on se rend compte que vraiment cette répression-là, physique et psychologique, elle touche vraiment tout le monde. Les gens qu'on soigne, en vrai, parmi eux, il y a des lycéens, il y a des retraités, il y a des gens qui sont militants, il y a des gens qui sont journalistes. Il y a tout type de manifestants de plein de tendances différentes et d'âges différents, que du coup les types de blessures qu'on voit, c'est des coups de tirs tendus en fait qui arrivent au visage des gens, dans la tête des gens, dans les membres, des gazages qui provoquent des crises de panique, des crises d'asthme et une violence psychologique en fait qui est exercée sur les gens, parce que comme disait la copine, en fait les flics ils utilisent leurs armes de façon assez spéciale en fait. Ils vont avoir tendance à nasser les gens, et une fois qu'ils ont nassé les gens,
ils vont faire pleuvoir des grenades de désencerclement, des grenades lacrymogènes, alors que les gens sont déjà enfermés dans un périmètre restreint, peuvent pas courir, peuvent pas sortir. Et en fait, ça engendre une espèce de panique collective, de aussi personnellement des gens qui commencent à être un petit peu choqués psychologiquement, qui peuvent plus venir en manif. Et c'est aussi un aspect de la répression en fait. On voit pas que des blessures graves, on voit aussi des gens qui ont trop peur en fait, parce qu'ils voient des images comme ça, parce qu'ils y assistent, parce qu'ils le vivent avec leur corps. Et voilà. Nous, c'est un petit peu de tout ça aussi qu'on aimerait témoigner. Voilà. Madeleine, tu vas annoncer le cortège? Voilà, donc en fait, justement, face à tout ça, au même sens que dans les assassinats policiers, on criminalise immédiatement les personnes et les victimes de la répression, ça se passe exactement de la même manière dans les mobilisations et dans les manifestations. Et donc par rapport à ça, il y a des cortèges qui sont organisés et des cortèges qui se mettent sur le devant de la manifestation, donc devant les cortèges syndicaux, qui sont des cortèges défensifs, unitaires, ultra importants, auxquels on vous appelle à rejoindre, qui auront lieu pour la manifestation de mardi, la manifestation de jeudi, des cortèges qui à un moment donné disent que la question c'est pas celle de la manière de manifester, mais c'est justement celle de montrer que on est tous solidaires et face à la police et face au monde qu'elle défend au quotidien, et que face à ça on n'acceptera aucune distinction. Donc on vous appelle à nous rejoindre, et tout ça dans la bienveillance, la bonne humeur et la détermination. Voilà. Merci. L'adresse mail. Ouais, je voulais juste vous rappeler aussi, il y a une adresse mail qui existe, parce qu'on a remarqué qu'en général les gens qui sont arrêtés, qui sont blessés par la police en manifestation, le plus grand nombre ne sont pas souvent des militants, ne sont pas souvent des manifestants, et ils n'ont pas de retour après, ils sont tout seuls en fait, isolés à l'hôpital ou même dans les centres dans les commissariats. Il y a une adresse mail qui existe qui s'appelle street.medic75@gmail.com, street.medic75@gmail.com. Et s'il y a des gens qui sont arrêtés, s'il y a des gens qui sont victimes de violences, vous pouvez envoyer vos témoignages, des photos, en discuter. Si vous voulez prendre rendez-vous ou des contacts, il y a l'infirmerie aussi de Nuit Debout qui est là pour accueillir les gens qui sont victimes de violences policières. Parce que rappelez-le autour de vous, c'est très souvent pas que des militants qui sont touchés dans les manifestations. Voilà, merci à tous. Ok, alors Nuit Debout, c'est République. Voilà, vous connaissez la gestuelle de Nuit Debout. C'est Paris République, et là on va accueillir Saint-Denis Debout, qui a aussi un appel très rapide à passer. Malek, Amel et Manu de Saint-Denis Debout, donc un peu plus un peu plus au nord. Un peu, si vous êtes d'accord. Mais il n'y a que toi qui m'entends, les autres m'entendent ou pas? Vous m'entendez? Salut, vas-y. Alors ouais, on voulait d'abord vous expliquer un peu la démarche. À Saint-Denis, on fait des nuits debout. On s'appelle pas Nuit debout, on s'appelle Saint-Denis debout. Tous les mercredis soirs en fait depuis le 13 avril. Donc c'est un rendez-vous qui est régulier. C'est à 19h devant la basilique de métro Saint-Denis Basilique. On a notamment une soirée sur violence policière. Et c'était un peu théorie et pratique, puisque Amal Bentouni est venu avec son collectif pour projeter un film et qu'on ait un débat. Et en fait, au même moment, il y avait une occupation de la basilique pour le droit au logement. Et les copains ont été expulsés de la basilique assez violemment. Donc d'un côté la pratique, la police était très bien garnie, et de l'autre après la théorie. On a projeté le film, on a débattu. Et mercredi dernier, on a fait un appel qu'on veut vous lire et qui s'adresse à tout le monde et beaucoup plus largement qu'à Saint-Denis. Juste pour finir sur Saint-Denis Debout, on essaye de garder un événement qui soit ouvert à toutes et tous, un événement qui soit pirate, autonome et libéré de tout enchaînement administratif ou étatique et politique. Alors, appel à converger place de la République le 18 mai 2016 à 11h. Alors, nous, Saint-Denis Debout, réunis à la Nuit Debout de Saint-Denis, le 72 mars, comme ils disent, demandons officiellement à Emmanuel Valls et à François Hollande l'interdiction du rassemblement policier à la place de la République, organisé le 18 mai prochain. Et comme je suis difficile à repérer, c'est dur pour me remettre une assignation. Et rejoint par des groupuscules d'extrême droite comme la LDJ. En l'absence.
C'est un truc à trois, j'avais pas compris. En l'absence de réaction du gouvernement, nous appelons à manifester le 18 mai, car ce rassemblement est une véritable provocation par ses choix. Choix du lieu, place de la République, lieu de démocratie populaire des Nuits debout depuis le 31 mars 2016. Choix de la date. Cet appel à manifester le 18 mai est fixé au cœur de grève pour le retrait de la loi travail, appel national de l'intersyndicale à faire grève les 17 et 19 mai, et en plein mouvement de lutte des étudiants et lycéens violemment réprimés ces dernières semaines. Ça y est ? Attendez. Hop là, excusez-nous. Rappelons aussi que notamment le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs, des centaines de blessés ont été les victimes des violences policières lors des manifestations en métropole comme au Dom-Tom, que ces violences ne datent pas de la mobilisation actuelle, mais qu'elles existent au quotidien contre les jeunes des quartiers populaires et les migrants. À travers cette manifestation, la police et l'extrême droite française, pour remettre en cause nos lieux d'expression populaire, pour le retrait de la loi travail et la justice sociale. Sommes-nous antidémocratiques? La démocratie bourgeoise, nous la goûtons tous les jours depuis des mois. Gazés, matraqués, mutilés, nassés, embarqués, 9-4 fois 9-3isés. Voilà. Nous sommes toutes et tous victimes d'un système de non-droit. Nous appelons donc le gouvernement Valls à refuser ce rassemblement provocateur à la place de la République, qui est une véritable trouble à l'ordre public. En permettant ce rassemblement, ce jour-là, à cet endroit-là, avec des militants de l'extrême droite, le président de la République et son gouvernement porteront toutes les responsabilités de leur autorisation préfectorale. Merci au collectif, merci à Saint-Denis debout. On passe à l'intervention suivante. Mercredi après-demain à 11h ici. Ok. Le plus nombreux possible. Amen. Mercredi à 11h. Alléluia. Mercredi ici à 11h. Amen. Ok. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Ancelin. Je fais partie du High Kick Crew. C'est nous qui avons organisé cet événement à l'appel. Il y a mes potes là-bas. Ouais, on est là. Ça c'est tous les potes. Là. Du coup, pour vous expliquer quand même notre démarche, on a été contacté par le collectif Stop contre le faciès pour organiser ici même un événement festif avec vous pour vous faire kiffer. Sauf que cet événement, il n'est pas gratuit. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de frais. Pour vous parler clairement et être transparent avec vous, il y a eu 500 balles pour la sonorisation, 300 € de scène, 200 € pour des t-shirts. Du coup, on va faire un appel aux dons. Je suis en train de faire un appel aux dons en fait. On va passer parmi eux avec des petites boîtes. Et donc si vous avez des pièces à donner, c'est pour la cause. Ça servira à refaire des événements. Ça servira à rebalancer du son autant de fois qu'on pourra le faire. Parce que très concrètement, chacun donne 1 €. C'est bon, c'est réglé. On a tout remboursé. Demain, on repose un mur de son. Donc vraiment, la solidarité, c'est la solidarité qui fait vivre le mouvement. On a besoin de vous pour que ça puisse continuer. Du coup, c'est la démarche. Et juste pour vous donner une petite info, si vous voulez organiser des événements, nous, on fait de la vie étudiante anti-commerciale. On a des valeurs idéologiques à défendre. On peut s'amuser en faisant de la politique. C'est tout le but de notre démarche. Et donc, on en va l'incarner aujourd'hui même avec des gros concerts. Donc, on vous attend pour jumper avec nous tout à l'heure. Et en attendant, si vous avez des pièces pour la cause, on est là. Merci beaucoup. Merci. On va accueillir maintenant Omar Slaouti du collectif Aliziri. Donc Aliziri qui est un monsieur qui a perdu la vie également suite à un contrôle de police. Alors ça va être simple, mais ça va être violent. Cette histoire-là, vous avez sans doute entendu parler, je vais pas mettre la disquette. Mais juste quand même parce qu'on vient d'Algérie et on a vu sa femme dans un village perché, pas très loin de Bouira. Sa femme, elle s'appelle Chama. Elle nous a demandé quelque chose qui était pour elle inadmissible, incompréhensible. Elle nous a dit: je sais, mon mari, à l'âge de 69 ans, a été tué par la police française. On a retrouvé 27 hématomes sur son corps, 17 cm de diamètre. Mais sa femme nous a dit, comme ça en aparté: mais mon mari, il a fait quelque chose. Vous ne me l'avez pas dit, mais pour que des policiers
âgé de 20 à 23 ans, ait pu tuer mon mari, c'est qu'il a fait quelque chose. Les larmes aux yeux. Et c'est pas pour faire dans le pathos, c'est parce que je vous le dis, à chaque fois qu'il y a des violences policières, eh bien il y a cette idée, malgré tout, alors qu'on sait qu'on est dans notre bon droit, de retourner la culpabilité contre soi. C'est pareil concernant les femmes qui se font agresser, violer, agresser sexuellement. Le gouvernement pourra donner des leçons là-dessus actuellement. Cette culpabilité que les femmes retrouvent contre elles, c'est la même qu'on retourne régulièrement. Ou dans les quartiers on dit « Ah mon fils, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as encore fait ?» Alors que la réalité, les multirécidivistes, c'est la police, et pas les policiers en tant que tels individuellement. On s'en fout, on s'en bat les ovaires et les couilles. C'est pas les policiers individuellement, c'est un système policier avec une justice qui toujours de la même manière disculpe les policiers. Et on peut reculer sur 20-30 ans. Il y a eu plein d'associations, des collectifs de quartier, des jeunes et des moins jeunes qui ont essayé de se battre contre ces injustices. À chaque fois, la justice, les médias dans leur majorité et les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, valident la même chose. C'est-à-dire que ici, dans ce pays, et ça n'a rien de nouveau, bordel de mer, je le dis un peu avec véhémence, pourquoi? Quand t'es noir, arabe, quand t'es musulman, quand t'es rome, quand t'es pauvre, quand tu es dans les quartiers populaires, tu es un sous-citoyen, tu es une sous-citoyenne. Et pourquoi je m'énerve à ce point-là, c'est parce que il y a 2 jours de cela, il y a encore un compte rendu sur les quartiers prioritaires qui vient de sortir de nouveau. Et ils disent la même chose dans les quartiers populaires. Et ils appellent ça d'ailleurs prioritaire, ils veulent plus dire populaire. Dans ces quartiers prioritaires, le chômage est plus important qu'ailleurs. Dans ces quartiers prioritaires, les diplômes ne protègent pas. Dans ces quartiers prioritaires, le rapport à la santé est catastrophique. Dans ces quartiers prioritaires, les questions d'environnement et d'écologie font beaucoup plus de non-écologie, beaucoup plus de dégâts, etc., etc. C'est-à-dire concrètement, ils nous expliquent que nous, on n'avait pas besoin d'un 49.3. La censure, c'est tous les jours sur nos conditions sociales, sur nos conditions de vie, sur nos conditions d'existence. Voilà pourquoi ce que l'on dit ici simplement, c'est que les violences policières, il faut les combattre de manière systémique, en intégrant le logiciel qui consiste à dire qu'il y a ici un logiciel néocolonial, que ça n'a pas commencé avec les mouvements sociaux du mois d'avril, c'est bien en amont, c'est bien avant. Et il faut dire en même temps qu'il ne s'agit pas, évidemment, de cultiver la différence, de cultiver les divisions. Ça veut dire simplement que si vous souhaitez que les quartiers populaires soient partie prenante de la dynamique de mobilisation en France, il va falloir qu'ici, à Nuit debout en République, d'abord, on regarde dans le rétroviseur de ces quartiers-là et qu'on accepte de dire que dans ces quartiers, il y a du politique et qu'on a mobilisé, ça fait de nombreuses années, avec des associations diverses et variées sur ces questions d'égalité entre autres, et notamment contre les violences policières. Ça veut dire une reconnaissance préalable pour pouvoir se regarder d'égal à égal. Parce que fini le temps du paternalisme, du fraternalisme ou du maternalisme. Fini le temps du touche pas à mon pote. Ici, les potes, ils sont debout dans les quartiers et ils se battent depuis la nuit des temps. Maintenant, la responsabilité à Nuit debout, c'est d'accepter cette dynamique-là qui existe ailleurs et de coller aussi au calendrier politique de ce qui existe dans les quartiers populaires. Merci, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc je voudrais vous rappeler que sur votre gauche, vous avez un stand urgence notre police assassine et stop au contrôle aux faciès où vous pouvez avoir plein d'informations. Vous pouvez peut-être nous rejoindre si vous le souhaitez. Il y a des t-shirts en vente et d'autres des livres. Donc c'est sur la gauche, le stand urgence notre police assassine et stop au contrôle aux faciès. Là, je vais faire intervenir Zora qui travaille sur la linguistique. Zora, please. Qui va vous parler de ses travaux. Bonsoir République. Donc, je suis le type d'expert que vous verrez jamais à la télé. Je ne suis pas un homme.
La France est un pays sexiste. Je suis musulmane, je m'appelle Zora. La France est un pays raciste et je ne suis pas dans la classe élitiste dominante. Donc mon propos, je vais commencer par une citation de Bertolt Brecht. On dit de la rivière qui emporte tout sur son passage qu'elle est violente, mais nul ne taxe les rives qui l'en servent. Et c'est l'État qui est le plus grand criminel. C'est lui qui est responsable de la plus grande criminalité. Ce sont les criminels à col blanc. Il y a une dizaine d'années, lorsqu'on parlait d'émeutes pour parler des quartiers, c'est parce qu'on conditionne les gens. On ne parlait pas de révolte populaire ou de mouvement de contestation. C'était facile de criminaliser les jeunes de quartier, très facile. Aujourd'hui, avec la nuit debout pour pas être à genoux, il est plus difficile de criminaliser les salariés d'Air France, de Goodyear, les écolos pour la COP21, les manifestants et tous les militants. Tout le temps, on conditionne, on formate les pensées des gens par les mots. Lorsqu'on parle d'identité nationale, c'est du mytho. On est plutôt dans la sodomie nationale, l'oppression nationale aujourd'hui. Merci. Lorsqu'on parle de la gauche et de la droite, c'est du mytho. On est toujours dans des rapports haut-bas, l'oppresseur, l'oppressé, ceux qui aliènent, les dominants, les dominés. Voilà. Lorsqu'on parle de migrants, on ment, on ne parle pas de réfugiés, c'est pas la même chose, on oriente votre manière de penser. Lorsqu'on parle de la violence, on présente toujours la violence du peuple et jamais la violence des institutions, de la police. L'échec scolaire en France, il est voulu, on conditionne, donc je travaille sur le cerveau, sur l'apprentissage, qu'est-ce qu'on transmet, comment on le transmet. On fait tout pour entraîner le cerveau gauche, la répétition, le systémique, les clones. Et rien pour le cerveau droit, la pensée, la création, c'est dangereux des gens qui pensent. En faisant peur aux gens, c'est utile au capitalisme et c'est utile au terrorisme. Le plus grand des terroristes, c'est le terrorisme d'État, qui sème le terrorisme économique, social, écologique, ici et ailleurs. Je vous remercie, bonne continuation de la lutte. On a un qui a crié libérer la crime, c'est vrai. Maintenant, on va accueillir Nassim Lâche du collectif Stop au contrôle aux faciès et Mélissandre de JC94. À vous, 5 minutes chacun. Bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je suis Mélissandre des jeunes communistes du 94. Alors si on est ici, c'est pour présenter notre bataille aussi contre le contrôle aux faciès. On l'a commencé il y a un an. Il y a un an, c'était les 10 ans de la mort de Ziad Ebouna. Et depuis 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Pire encore, la situation s'est aggravée pour la plupart des habitants des quartiers populaires. Et si on a démarré cette campagne, c'est aussi parce qu'on avait cette volonté de briser tous les rapports de domination dans la société. On a commencé la bataille contre le contrôle aux faciès par un tournoi de foot, Foutez-nous la paix, de lutte contre les discriminations. On a enchaîné avec pas mal de débats dans les quartiers populaires, Villeneuve-Saint-Georges, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine. On a continué tout le long de l'année avec ce débat-là. On a aussi organisé un concert qui a réuni 300 jeunes. Et on a réussi à mettre en place une pétition et on vous invite à la signer. Donc elle doit tourner un peu partout. Il y a aussi une proposition de loi qui va être débattue et votée le 18 mai. Cette proposition de loi, elle est portée par le groupe communiste et les sénateurs Laurence Cohen et Christian Favier. Cette proposition de loi, elle a été construite très largement avec des associations et aussi nous, on inclut dedans. Donc je vais peut-être pas prendre toute la parole et laisser Nassim présenter ce projet de loi. Vas-y. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nassim, je suis porte-parole du collectif Stop le contrôle aux faciès. Donc aujourd'hui on est venu essentiellement parler de la proposition de loi qui est portée par le groupe communiste. Ce n'est pas la première, ce sera peut-être la dernière ou pas. En tout cas, il faut qu'on soit nombreux à soutenir cette proposition de loi dans l'hémicycle, mais aussi ici sur la place de la République à 11h. Tout le monde vous en a parlé de la contre-manifestation, puisque la police appelle à manifester. C'est-à-dire que c'est un gros culot. Aujourd'hui, ils appellent à manifester contre la stigmatisation de la police. Ou à la place de la République, où depuis des semaines, les gens se réunissent ici et dénoncent les abus policiers et les bavures policières, etc. et les morts tués par la police. Donc cette proposition de loi, elle vise notamment à modifier un article du Code de procédure pénale. Je sais, c'est des mots, c'est compliqué, mais on s'en fiche, c'est le terme. De modifier cet article afin d'y mettre le récépissé du contrôle d'identité, afin d'avoir une preuve, de pouvoir justifier de son contrôle et de la tenue, de la manière dont ce contrôle s'est déroulé. Ce n'est pas la première, comme je vous disais, plusieurs groupes politiques se sont saisis de la question, l'UDI, Europe Écologie Les Verts, les communistes. Aucune n'a pu aboutir jusque-là malheureusement, on espère que celle-ci sera la bonne.
La critique que l'on peut faire, c'est qu'il y a aussi la loi Urvoas qui donne le permis de tuer. Amal Bentoussi en a peut-être déjà parlé avant, qui donne le permis de tuer à un policier. Parce que sur simple suspicion, il pourra tirer. Sur simple suspicion, sur un crime ou sur un délit. Un crime, c'est tuer quelqu'un. Un délit, c'est voler une pomme. C'est pas la même chose. C'est cambrioler une maison, etc., etc. La police pourra faire usage de son arme à feu. Et il est même demandé que les personnes qui seront tuées dans le futur, que la famille ne puisse pas porter plainte contre l'État et contre la police. Et c'est contre ça aujourd'hui qu'on s'oppose et qu'on se soulève et qu'on se lève. Donc cette proposition de loi, elle est très intéressante. Le problème étant, si dans la loi Urvoas, la nouvelle loi qui va être votée, la manière de contrôler les gens est modifiée, alors peut-être que cette proposition de loi, même si elle aboutit, ne servira à rien. Il serait intéressant de faire des amendements, des propositions directement sur cette loi Urvoas. Merci à tous et à toutes d'être nombreux. Si je peux juste compléter. Il y a aussi également un rassemblement qui est organisé devant le Sénat à partir de 14h en soutien le Sénat, tu cherches sur Internet, tu trouveras. Et en soutien à la proposition de loi. Et il faut également, pour compléter ce qu'a dit Nassim, en fait c'est juste une première étape dans la mobilisation. Bien sûr que la proposition de loi ne réglera rien, mais c'est notre mobilisation, c'est la mobilisation qu'on fera dans les quartiers qui fera changer les choses. Et ce rapport de force, il ne changera pas si nous on se mobilise pas. Donc merci à vous tous. Et bien aux copains de la JC. Merci. Maintenant on va laisser quelques minutes. On va laisser quelques minutes à Monsieur Baki Youssoufou du collectif Quoi ma gueule, qui va vous parler de sa stratégie Twitter. Alors bonjour, je suis Baki, donc de Quoi ma gueule. Une première question, qui est-ce qui n'a pas Internet ici? Alors, donc il y a 3 personnes seulement qui ne peuvent pas participer à cette campagne. Qu'est-ce que c'est Quoi ma gueule? Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'initiatives autour de la question du contrôle aux faciès. Nous nous sommes rendus compte que quand on organise une manifestation, il y a les gens qui peuvent venir, il y a les gens qui ne peuvent pas venir, notamment dans les quartiers, parce qu'ils ne peuvent pas quitter leur travail, parce que c'est loin, parce qu'ils n'ont pas de frais de transport. Mais toutes ces personnes veulent participer. Nous avons constaté que nous avons besoin d'être de plus en plus nombreux à manifester notre soutien à une loi comme celle qui va être votée, par exemple, le 18. Alors, pour mobiliser plus de citoyens, nous avons créé un outil très simple. Sur un site qui s'appelle quoimagueule.net. Vous allez sur le site dès maintenant. Vous allez voir des sénateurs qui sont affichés. Vous cliquez sur la photo de votre sénateur ou un sénateur que vous détestez. Ça va créer un tweet. Il suffit de le valider et ça va les harceler. Nous, ce qu'on veut, on veut que d'ici le 18, chaque sénateur ait au moins une centaine de tweets par jour. Que chacun de nous les harcèle sur Twitter jusqu'à ce qu'ils craquent. Si ça ne marche pas, on va continuer avec les députés pendant le vote de la loi Urvoas. Si ça ne marche pas, on va harceler les candidats pendant les élections présidentielles. Voilà la campagne que nous allons mener. Pour finir, j'ai juste une chose à vous rappeler, à nous rappeler nous tous. Si on n'est pas de plus en plus nombreux à nous mobiliser, ils vont continuer à se foutre de notre gueule. Or, pour réussir cette mobilisation, on doit d'abord se montrer, nous, unis. On a beaucoup de différences ici, on a beaucoup de divergences, mais surtout, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège que nos aînés, dans lequel nos aînés sont tombés, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais été contrôlés, qui viennent leur expliquer, tu vois un tel, il est comme un tel, il est contre un tel, et que nous, on va s'opposer entre nous-mêmes, comme dirait Kerry James, devant eux. Il faut qu'on refuse ça, et que cette fois-ci, on se bat jusqu'à la victoire, parce que c'est nous seulement qui allons le faire, et c'est nous en soutien avec tous nos amis, et nos amis, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, ils ont aussi le droit de venir nous soutenir, et les bouddhistes et les athées, ils ont aussi le droit de venir nous soutenir, et c'est ce combat-là que nous devons mener, parce que nous devons le mener aujourd'hui et maintenant. Merci beaucoup. Merci Baki. Autour de moi, là. Merci Baki, à vous. Bonsoir, je m'appelle Malika, je fais partie du DAL. Donc je suis en train de vous lire quelque chose qui va se passer. Alors depuis la nuit debout du 31 mars, des appels ont été lancés pour construire des ponts de solidarité avec les manifestants de Nuit debout et les habitants du quartier HLM. C'est surtout des solidarités qu'il faut construire là où les habitants se mobilisent. Il faut les appuyer et les soutenir pour que leur action réussisse.
ils ont besoin. Il y a des luttes concrètes dans les quartiers. Les habitants du quartier Gagarine à Romainville, avec le DAL et Nuit debout, préparent une marche action de République à Romainville pour soutenir dans leur combat contre les expulsions, contre la démolition de leur quartier, de leurs écoles maternelles, pour être traités dignement et égalité avec les autres. Ils nous donnent rendez-vous donc samedi prochain à partir de 16h pour une fête de quartier et pour préparer cette marche action tous ensemble. Dimanche sera lancée l'initiative Place de la République à l'occasion du concert de HK. Un toit, c'est un droit. Un toit pour tous, c'est un droit. Alors j'espère que vous serez parmi nous, vous soyez les bienvenus pour soutenir toutes ces familles expulsées et expulsables. Un droit, c'est un droit. Merci. Merci Malika. Merci. Avant de conclure avec Nassira Ghenif, sociologue et universitaire, je fais un petit rappel. Je crois que vous avez vu des petites boîtes passer. On fait passer des boîtes. On fait passer des boîtes parce que là on s'est tous réunis. On a invité des chanteurs qui viennent bien sûr gracieusement, mais ça coûte quand même de l'argent, le son, la lumière, etc. Donc si vous voulez participer à ce genre d'initiative, vous mettez une ou deux pièces dans les boîtes, des enfants qui sont en train de passer une pièce ou deux, un iPhone, un ticket restaurant, ce que vous voulez donner en fait. Mais pas de sourire, on n'en a pas besoin en fait, ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors du coup, on va accueillir pour conclure Nassira Ghenif, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, je vais faire vite parce que ça n'est pas moi que vous êtes venu voir, c'est sûr. Mais moi je vous vois d'ici. Vous vous attendez de voir quelqu'un d'autre. Mais moi je vous vois. Et ce que je vois, c'est une jeunesse qui est debout. C'est une jeunesse qui a la puissance de sa présence. C'est une jeunesse qui entend se faire entendre et qui ne veut plus que l'on parle à sa place, qui a décidé de prendre en main sa lutte pour les quartiers où elle a vécu, sa lutte pour l'éducation qu'elle attend toujours, sa lutte pour un travail qui est peut-être un horizon improbable aujourd'hui, mais qui demain doit devenir un horizon réel, sa lutte pour mettre à mal l'ensemble des initiatives de ce gouvernement et faire valoir sa présence, la puissance de son corps qui entend revendiquer. Ne laissez rien passer aujourd'hui, c'est le moment ou jamais, non seulement de prendre en charge vos luttes, mais de prendre en charge toutes les luttes qui convergent. Ma parole aujourd'hui, elle a une seule intention, c'est de vous convaincre que tout ce qui se passe dans cette société vous concerne. Les violences policières, les meurtres racistes, l'islamophobie, le contrôle aux faciès, l'état d'urgence qui devrait être reconduit mercredi prochain pour on ne sait combien de temps encore, les assignations à résidence, l'insécurité perpétuelle pour celles et ceux qui sont considérés comme quantité négligeable. Face à tout cela et à tout ce qui pourrait encore arriver, face à la montée en puissance de la violence de l'État, telle que nous l'avons observé depuis des semaines aujourd'hui, ce que tout cela prouve, c'est que vous êtes bien là et que votre présence ne peut plus être ignorée. Tout le monde sait aujourd'hui que vous avez une puissance d'agir, que vous avez un point de vue politique, que vous avez le droit de vous exprimer et de contester l'ensemble des violences que cet État fait subir à l'ensemble de la population. Que tout le monde se soit aperçu que dans les quartiers, depuis des décennies, la jeunesse arabe, noire, rome, musulmane subit les violences policières, c'est une bonne nouvelle pour vous. Même si, effectivement, tout le monde pensait que ça n'était pas possible et que c'est parce que la population classe moyenne, militante, blanche, prend enfin la mesure de ce qui se joue depuis des décennies de façon ordinaire dans les quartiers et qu'aujourd'hui elle est devenue aussi une cible d'un État qui ne sait plus comment agir pour réprimer les mobilisations.
vous devez le comprendre comme une bonne nouvelle. Cela veut dire que vous avez une importance, que aux yeux du gouvernement, vous n'êtes plus contournable, que vos vies ont une importance, même si elles sont précisément tout le temps agressées et tout le temps humiliées. C'est contre cela aujourd'hui que vous pouvez vous soulever, toutes et tous, aux côtés de toutes les luttes qui se mettent en place et aux côtés de celles qui surgiront demain. Les lois qui sont en train d'être votées, les textes de loi qui sont présentés, ceux que demain vous demanderez à faire voter, la façon dont vous pèserez sur l'avenir de ce pays, ce sont aujourd'hui des choses qui sont entre vos mains. C'est votre affaire, c'est notre affaire, c'est à nous de faire valoir le fait que nous avons notre mot à dire et que nous n'entendons pas que d'autres le disent à notre place. Vous êtes ce soir sur cette place, il faut continuer à être présent partout où vous pouvez l'être, dans les quartiers, dans les banlieues, dans les universités, sur vos lieux de travail, dans les espaces qui vous sont refusés. Il est important que vous soyez présentes et présents. Les rendez-vous seront nombreux, il sera difficile d'être toujours présent, mais il faudra toujours que vous soyez conscients de ce qu'il vous reste à faire. Le mercredi 18 mai, le mercredi 25 mai, la rencontre contre la stigmatisation et les accusations contre l'antiracisme. À chaque fois, il faudra que vous soyez là. Pas seulement pour écouter les groupes de rap, pas seulement pour écouter la musique, mais aussi pour lutter politiquement, avec votre corps, avec votre conscience et avec votre présence. Même si aujourd'hui vous êtes nombreux parce qu'il se passe maintenant ce que vous attendiez, n'oubliez pas que tout ce qui se passera en votre absence se fera contre vous. Qui vont passer, là. Vous ne pouvez plus être absent sur le terrain des luttes, vous ne pouvez plus sous-traiter ça à d'autres. C'est à vous d'être présent aujourd'hui, c'est à vous d'être présent avec vos corps, avec votre conscience politique. Ne laissez plus rien passer. Merci Nassira. Je rappelle toutes les personnes qui ont un t-shirt blanc, qui font partie de la sécurité, qu'on les appelle au niveau des backstage. Toutes les personnes qui ont un t-shirt blanc, urgence, stop au contrôle au faciès, près du backstage. Et n'oubliez pas de vider vos poches et vos sacs, et ce que vous avez. Ça là, il n'y a plus de ça là. Pour mettre dans les boîtes, ouais, allez-y les nuits debout. Voilà, pour mettre dans les boîtes des enfants qui passent pour pouvoir financer le concert que vous allez voir après. Amel Bentoutsi va faire un dernier appel au rassemblement du 18 mai. Alors, ce que je fais, c'est pas que pour moi ou que pour mon frère qui a été tué d'une balle dans le dos, c'est pour vous aussi. Donc on doit se battre, on doit manifester. Je sais que c'est difficile pour les quartiers de venir à Paris, mais il y a un rendez-vous à ne pas manquer, c'est le 18 mai à 11h. Le 18 mai à 11h, place de la République, venez nous soutenir. Et c'est important parce que c'est en créant le rapport de force qu'on va arriver à changer les choses et ne plus se laisser faire. Donc oui, il y a urgence, notre police assassine en France, en toute impunité. Et merci d'être là, merci. Donc un concert de rap qui va commencer, je ne sais pas le nom de l'artiste, si jamais vous pouvez regarder ça, peut-être sur vidéo.fr ou quelque part. Est-ce qu'on connaît le nom des artistes? DJ, coupe. Bonsoir. J'entends pas. Bonsoir. Oh, il y a du monde un peu. Regardez, je vais vous dire quelque chose. On n'a pas trop de son. C'est fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que les baffes, elles sont là. Ceux qui sont sur le côté, vous n'allez pas entendre. Parce que les baffes, elles sont là. Merci frérot, même moi je t'aide. Si ceux qui sont là voulaient vraiment entendre le concert, faut que vous me mettez en face. Vous allez entendre. Ceux qui sont à droite, si vous n'entendez pas, c'est normal. Le son n'est pas là. C'est bien que vous soyez plus clair, comme ça vous allez entendre. Non? Comprenez? En espagnol, c'est mieux. Bon, vous êtes venus pour le concert. Mais on fait un concert avec les moyens du bord.
Donc ils vous ont dit qu'il y avait une petite quête ou pas? Ils vous ont dit qu'il y avait une petite quête. Faut dépanner un peu, payer un peu, des trucs, les ceci, cela. On met comme ça 1% de rap. Et puis les rappeurs, ils vont vous donner du juge. Ce soir, normalement, Mac Power. J'ai pas de liste. Mac Power. XB Barba. C'est la blague de... Quels sont potes? Alcemsi, Jean-Rob, Kézinama, Fix, et encore plein d'autres. Ouais, Snoop Doggy Dogg, Tupac même, Tupac, mais pour ça, on va ambiancer un peu. Mets-nous un dab, un truc lourd. Mais non, mets-nous un autre. Attends. DJ, mets-nous un autre truc. On est en 2016, mets-nous un autre truc. C'est vrai pas? Mets-nous un autre truc. C'est l'animateur du concert. Cherche, mets-nous un autre truc, on s'ambiance un peu. Le temps que le deuxième DJ. DJ, le DJ il est parti pisser, ça fait 10 minutes. DJ, s'il te plaît, viens, on a besoin de commencer le concert, s'il te plaît. Je sais pas où t'es parti à les toilettes, mais ça fait loin. S'il te plaît, attends. Merci, frère. Voilà, c'est bien, c'est cool ça. Donc, les rappeurs, s'il vous plaît, veuillez ramener vos clés. Et puis on va commencer le concert d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Parce qu'ils sont tous autour, ils sont dans le métro, le RER, tout ça, le temps qu'ils arrivent à la République, ils sont pas encore là. Je vais récréer un PD avec le nom. Ils arrivent, ils sont là. Vous les avez vus, il y en a, ils sont là, ils sont pas loin. Je vais récréer un PD. Ok. A tout de suite les gens. Bon, attendez un petit peu. Mais j'entends pas. Parce qu'on dirait